Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte du fascicule 76 qui va être une découverte un petit peu particulière, mais ça on le verra juste après. Pour l'instant, comme à notre habitude, eh bien, nous allons découvrir et observer notre nouvelle grappe, c'est-à-dire la première grappe des gardes Dracorage. Alors, vous l'avez compris, les gardes Dracorage, ils sont sur 3 numéros, 76, 77, 78. Pourquoi ? Parce qu'on a 2 grosses grappes comme celle-ci avec nos figurines, nos 2 figurines, nos 2 gardes Dracorage, et puis un 3e numéro avec les socles et les tiges plastiques en fait, qui vont nous permettre de les tenir en hauteur. Et là on découvre notre première grappe, donc avec clairement le corps d'un des Dracorage avec les ailes et puis un des cavaliers, un des gardes. On découvre aussi pas mal de petits détails, entre autres le fait que nous allons avoir le choix donc sur les armes, on va avoir le choix sur les têtes. Là on a 4 têtes différentes, on a 2 lances différentes, on a une épée et on a surtout un dragon qui va être fantastique, qui va très clairement ressembler à j'ai perdu le nom à Karazai ou à voilà, vous allez nous trouver, vous allez me le redire. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Voilà, vous avez le nom. Moi, je l'ai plus. Je viens de le perdre. Donc, je vais tenter de le retrouver très rapidement parce que, comme vous le savez, je suis quelqu'un de très efficace, bien sûr. Blablabla. Là, je meuble. Vous l'avez compris. Je meuble pour retrouver le nom. Krondys. Oh là là, Krondys. Mais débile. Mais qui est incapable de trouver la base, quoi. Krondys ou Karazai, donc en fait c'était, vous le savez, c'était le contenu du premier premium. Pour ceux qui étaient abonnés. Et donc là, en fait, c'est exactement dans la même veine. Ce sont à peu près les mêmes types de dragons. Ils sont légèrement plus petits, par contre, évidemment, parce qu'on est quand même sur des dragons qui vont porter des Stormcast. Et puis c'est pas des héros en eux-mêmes, c'est plus des grosses bestioles, une grosse unité d'attaque. Mais voilà. Là, on a vraiment, par contre, on peut remarquer quand même qu'on est sur une sculpture qui est quand même assez fantastique, avec des détails de dingue, même de dos, on repère des trucs, on voit, la tête, elle va être superbe. La lance comme ça, avec la hampe, là, elle est vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. En fait, on a 2 types, il va y avoir 2 types d'armes possibles pour les cavaliers, soit la lance, soit l'épée. Après, à voir ce qui sera le plus intéressant, le plus efficace. Je sais que sur l'autre grappe, il y a une lame enflammée. Je vous l'avais dit, je vous l'avais précisé lors de la découverte du colis. Mais là, ça va être quand même des choix difficiles à faire. Il y a aussi plusieurs types de boucliers. On a au moins 4 boucliers sur les 2 grappes, je crois. Donc ça va aussi permettre d'avoir le choix. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que là, on est quand même sur un truc qui est quand même très très classe. Regardez ça. On a 2 têtes différentes. Je crois qu'au total, on en a au moins 4. On a 3 ou 4 façons de mettre le coup. Enfin voilà. Ça va être très particulier. Ça va être très sympa. On découvre bien sûr notre fascicule, qui est un fascicule très très court. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est sur une chronique. La fin de la chronique Fer de Lance. Et donc, je vous avais dit qu'on en ferait certainement une lecture, et je pense qu'on va la faire aujourd'hui. C'est pour ça que je disais que ça allait être une vidéo un petit peu particulière, un petit peu plus longue qu'à son habitude. Et puis, on a l'assemblage des gardes Dracorage. Donc ça, c'est assez étonnant parce qu'on n'a que le premier numéro. Donc, ils font ça un petit peu à chaque fois. C'est-à-dire que quand ils nous mettent plusieurs numéros pour une seule et même figurine, là en l'occurrence pour 2, on a l'assemblage qui se présente dès le début des numéros. Donc je trouve ça toujours un petit peu étonnant. Mais bon voilà, donc cette semaine, vous l'aurez compris, on aura un assemblage des gardes Dracorage. Et ce, même si normalement la découverte de la grappe suivante ne se fait que la semaine prochaine. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai la vidéo quand même de la découverte du fascicule. Et puis je ferai quand même l'assemblage cette semaine.
Mais vous voyez, on découvrira ça bien sûr dans la vidéo spécifique pour le montage. Mais regardez-moi ces filles comme elles sont belles. Alors il va y avoir plein de sous-assemblages bien sûr pour que ce soit plus facile. Entre autres, eh bien on aura à mon avis, voilà, vous voyez, on a les dragons d'un côté et les cavaliers de l'autre, ce qui paraît assez logique. Et puis après, on va pouvoir avoir le choix, vous voyez, entre les différentes têtes, les différentes armes. Techniquement, on va pouvoir vraiment se faire plaisir. Et puis, je vous dis, en termes de positionnement aussi, mais ça, on le verra. On découvrira aussi cette semaine, eh bien, les traits de bataille pour les mâches fer. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que justement, on a fini tous les mâches fer. Maintenant, il faut aussi savoir comment les jouer, avec les différents tutoriels. Et puis, on appréhendera dans notre vidéo de règles le nouveau plan de bataille, un test de trempe que l'on découvrira bien sûr sur la vidéo spécifique. Et n'oubliez pas, hein, ces butins comme ça, ces résultats de vos dernières parties qui vont être hyper importantes pour le fascicule 80, pour les règles du fascicule 80, vous l'aurez compris. Allez, on va passer en mode spécifique, en mode histoire. On a la chronique numéro 1 qui s'appelle Fer de lance, qui va être un petit peu longue, parce que mine de rien, elle fait 6 pages, et que je lis très lentement. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur, vous ne m'en voudrez pas, si je rate quelques intonations ou quoi que ce soit, mais voilà. Pour ceux qui ont des difficultés à lire, je vous invite à vous installer dans votre fauteuil, et on est parti. Fer de lance donc. La mission d'un éternel de l'orage ne s'achève jamais. En tant que champion des royaumes mortels, chacun de ces guerriers doit livrer une guerre incessante, alors que des colons humains de la cité de Céleste s'aventurent dans la région sauvage du royaume des bêtes. Les éternels de l'orage sont déployés contre un ennemi mortel. Il y a une introduction à chaque fois. Oh, ça va être chiant. J'irai peut-être pas toutes les introductions. Le sang, les cris, la lumière aveuglante, peu importe combien de fois Alyria descendrait dans les royaumes mortels, elle ne s'y habituerait jamais. Avant même d'avoir pu prendre ses marques, elle était déjà au combat. À peine avait-elle eu le temps de voir le cruel boy qui la chargeait, qu'elle embrochait la brute sur sa lance d'orage. Alors qu'il se trouvait encore dans le royaume des cieux, Alyria et les autres éternels de l'orage avaient appris qu'un convoi de colons avait été attaqué en Gur. Elle s'attendait à une simple escarmouche. Elle avait eu tort. Le champ de bataille s'était transformé en brasier. Des Oruks avaient renversé les chariots des colons pour y mettre le feu. Cela avait créé un mur de flammes et les survivants se dirigeaient droit vers les cruels boys. L'air résonnait des hurlements de cris de guerre. N'importe quel mortel aurait pris ses jambes à son cou. Mais Alyria n'était pas une humaine ordinaire. Elle ne l'était plus depuis des siècles. C'était une éternelle de l'orage. À chacune de ses morts, elle avait été renvoyée en Azir dans un éclair aveuglant, afin d'y être reforgée et renvoyée au combat. Ces Oruks avaient beau être forts, féroces et nombreux, Alyria ne se laissait pas impressionner. Elle avait un devoir à accomplir. Tout d'abord, il lui fallait protéger les mortels en attirant les Oruks ailleurs. Brandissant sa lance, elle hurla d'une voix tonitruante. « Ennemis de Sigmar, jamais plus vous n'attaquerez les faibles. Jamais plus vous ne traquerez les élus de Sigmar. » Une dizaine d'éventreurs se détacha du groupe qui pourchassait les colons pour se précipiter vers Alyria. Les Oruks ne résistaient jamais à un défi. Les Vindictors d'Alyria, au contraire, étaient bien plus disciplinés. Ils s'étaient déployés en formation dispersée, de manière à couvrir les flancs de la caravane. À présent, ils se regroupaient, formant un cercle lâche autour des Oruks qu'Alyria avait attirés au combat. À cette distance, Alyria avait un meilleur point de vue que sur les Cruel Boys. C'étaient des créatures sveltes, au visage cruel. Ils se mouvaient avec puissance et confiance, bondissant par-dessus les chariots renversés et les rochers sans ralentir. Alyria était persuadée que ces Vindictors et elle pourraient les retenir, mais elle demeurait sur ses gardes. Les Cruel Boys étaient brutaux et bien plus rusés qu'ils n'y paraissaient. Un cri retentit derrière elle, et quelque chose siffla à son oreille. Au loin, un Vindictor s'arrêta net et tomba comme un pantin dont on aurait coupé les ficelles. Il y eut un autre vrombissement, et un nouveau Vindictor s'écroula.
Alyria se retourna et dans un réflexe brandit son bouclier pour parer le troisième projectile. Les éventreurs avaient été un leurre, ils avaient attiré les Éternels à découvert, là où ils feraient des proies faciles pour les infâmes troupes de tir des Cruel Boys. D'énormes brutes armées d'arbalètes avaient investi des positions cachées et maintenant qu'ils avaient débusqué les Éternels de l'orage, ils pouvaient frapper. Les guerriers d'Alyria étaient fauchés par les tirs croisés des 13 empoisonnés. S'ils n'échappaient pas à ce traquenard, ils seraient massacrés, il ne resterait personne pour protéger les colons. La cité qu'ils comptaient bâtir tomberait avant qu'une seule pierre n'ait été posée. Alyria savait ce qu'elle avait à faire. Elle se mit à courir en priant pour que sa vitesse empêche les arbalétriers de la viser avec précision. Mais avec la vigueur et la force surhumaine d'une éternelle de l'orage, courir en armure complète était épuisant. Ses muscles brûlaient de plus en plus à chaque enjambée, mais elle continuait, levant son bouclier devant elle comme un bélier. Des traits fendirent l'air derrière elle, ratant de peu leur cible. L'un d'eux rebondit sur son armure, laissant une entaille. Un autre frappa son bouclier, manquant de perforer le métal. Elle continua de courir. Les Auruques préparèrent une nouvelle volée. Cette fois, l'un des projectiles fit mouche, perforant l'armure au niveau du biceps. Il ne fit qu'égratigner la peau, mais une simple éraflure suffisait. Les Cruel Boys enduisaient leurs armes de poisons infâmes et de venins bestiaux. Alyria serait sûrement morte dans quelques minutes. Son bras s'engourdissait déjà. Il lui serait inutile au combat. Mais plutôt que de renoncer, elle lâcha sa lance et poursuivit sa course. Il lui suffisait de briser les lignes Auruques si elle devait mourir pour y parvenir, qu'il en soit ainsi. Les Auruques devant Alyria comprirent trop tard qu'elle n'abandonnait pas. Atteindrait-elle leur ligne avant d'être abattue ? Alyria s'efforça d'ignorer la douleur, alors même que le poison des Cruel Boys se répandait dans ses veines. Elle se concentra sur le combat et les précieuses minutes qui lui restaient à vivre. L'air vibrait tandis que des traits la frôlaient. Les Auruques tiraient et rechargeaient avec frénésie, la forçant à plonger et à parer jusqu'à ce que ses muscles s'embrasent. Elle avait presque atteint les lignes des Cruel Boys, plus que 20 pas, 10. Ses ennemis étaient là. Le premier Auruque parvint à pousser un cri d'alerte qui s'interrompit brutalement quand le bouclier d'Alyria lui fracassa le crâne. D'un coup de pied, elle se débarrassa d'un autre, l'envoyant valdinguer dans la poussière. Le troisième Auruque eut le temps de lever sa lame et de frapper. Alyria empoigna la dague rouillée dans son gantelet et désarma l'Auruque d'une torsion du poignet avant d'enfoncer l'arme dans l'œil de la créature. Seule la fureur et la douleur empêchèrent Alyria de succomber au venin. Déjà sa vision se rétrécissait. Elle savait que la mort était proche. Les Auruques continuaient d'affluer, leur nombre semblait infini. Elle les repoussa à grand renfort de coups de pied, de poings, mais laissa sa garde exposée pendant une seconde, et un Auruque en profita pour commencer à l'étrangler par derrière. Une silhouette ténébreuse apparut devant Alyria, d'une voix sourde et prédatrice, comme le grognement d'une panthère brune, elle gronda. « Tu as peut-être fait gagner du temps à tes amis, mais on finira par les attraper. Personne n'échappe à Golmorg Mangeville. » Alyria s'efforça de rester concentrée. Le venin brûlait toutes ses veines. Et sa vision se brouillait. Lentement, avec une grande concentration, elle parvint à distinguer l'imposante Auruque. Il était vêtu d'une armure hérissée de pointes. Son visage portait les stigmates d'une vie de combat, et il empestait l'odeur des marais et du sang frais. C'était un bosquitu, un chef Auruque et une menace pour tous les peuples libres des royaumes. Cette créature devait mourir, même si c'était la dernière chose qu'elle accomplissait. Elle allait devoir faire preuve de rapidité et de ruse, et elle espérait que cet Auruque n'avait jamais combattu d'Éternel de l'orage auparavant. « Je te vois comploter, déclara Golmorg. Ne te fatigue pas, il y a assez de venin dans ton sang pour tuer un bruxodonte. » Alyria sentait son corps agoniser. Elle était désarmée, encerclée et en proie à une douleur atroce. Il lui restait juste assez d'énergie pour prononcer quelques mots à travers ses dents serrées. « Je sais, répondit-elle, je compte bien dessus. » Avant que le bosquitu ait pu réagir, elle parvient à se dégager, à le plaquer au sol. L'Auruque était puissant, mais la fureur décuplait les forces de la guerrière. Alors même qu'elle sentait l'étreinte glaciale de la mort sur son âme, Alyria se retrouva nimbée de chaleur et de lumière. La foudre était venue l'emporter jusqu'au royaume des cieux. Pendant ces derniers instants, elle perçut l'odeur de la chair Auruque calcinée et le cri de rage de Golmorg alors que son corps était en feu. Puis elle se métamorphosa en un éclair sacré. Chaque reforge variant d'un éternel à l'autre
Pour Aléria, elle était aussi indistincte et lancinante qu'une fièvre. La conscience lui revint par flash de douleur alors que son âme se reconstruisait morceau par morceau. D'étranges souvenirs datant de plusieurs décennies lui revinrent en mémoire. Elle se revit frappant dans le royaume du feu durant la tempête de Sigmar, taillant dans la végétation corrompue lors de la guerre de la vie. Des bribes de son ancienne vie envahissaient son esprit. L'odeur du pain fraîchement cuit, des rires et des chants de guerre, des feux à l'horizon que l'apocalypse approchait. Mais surtout, elle se souvenait de ses morts. Chacune était source de fierté. Chaque fois qu'elle avait été immolée, embrochée ou empoisonnée, elle avait épargné le même sort à un mortel. C'était le devoir pour lequel on l'avait choisi. Celui qui maintenait l'intégrité de son âme. Quand Alyria se réveilla totalement, elle découvrit un visage familier, un visage que chaque éternel connaissait et que chaque ennemi de Sigmar redoutait, la figure large, couturée de cicatrices et impassible de Bastian Cartalos, seigneur commandant des marteaux de Sigmar. D'une voix tonitruante, il déclara « Alyria, vif vent, ta présence est requise !» Alyria suivit Bastian Cartalos dans les couloirs voûtés du fort de l'orage. Il avait besoin d'elle, mais l'Éternel ignorait pourquoi. Ils marchèrent en silence jusqu'à une salle d'entraînement. Le seigneur commandeur sourit et se tourna vers la guerrière. Le dieu roi a ordonné qu'une cité soit érigée dans le royaume de Gur, expliqua-t-il. Un bastion avec lequel cette région pourra être domptée. J'ai besoin de savoir si tu seras capable de la protéger. Comment va ton bras ? Il est impatient de frapper à nouveau, répondit Alyria. Il ne restait plus rien de la blessure causée par le carreau de Cruelboys qui l'avait tué. Tout avait disparu avec la reforge. Pourtant, une douleur sourde persistait. C'est un rappel de son échec. Si Alyria s'était mieux battue, elle aurait pu vivre plus longtemps et sauver plus de gens. Cartalos hocha la tête et lui jeta une lance d'entraînement avant de prendre lui-même une masse rembourrée. Il frappa immédiatement. Alyria esquiva de justesse et le seigneur commandeur se mit en garde, contournant la guerrière, testant ses défenses. Elle esquiva ses attaques et riposta avec la lance d'entraînement. « Ceux que tu as juré de protéger sont en danger, déclara-t-il. Ils ont besoin de quelqu'un d'intelligent et fort. » Il feinta. Alyria repéra la ruse à temps, esquiva et passa à l'offensive. Cartalos recula et se remit en garde. « C'est bien. Tu as beaucoup appris en combattant les Ozoruks. » Alyria grogna en guise de réponse et attaqua Derchef, déséquilibrant son adversaire par une série d'estocs. Cartalos soutint l'assaut et poursuivit. Nos croisés ont découvert une porte de royaume. Elle relie les contrées de Gur à la convergence de Shadrak, en Ulgu. Un atout majeur pour le dieu roi. Le seigneur commandeur abattit sa masse d'entraînement qui manqua de peu l'Éternel. Ou une arme puissante dans les mains de ses ennemis, reprit-il. Alyria répliqua en s'élançant sur la gauche. « D'autres Ozoruks » demanda-t-elle. Cartalos se tordit, évitant tout juste son coup. « Beaucoup plus, et ils ne seront pas les seuls. » Le seigneur commandeur leva son arme et la fit tourner autour de sa tête, obligeant la guerrière à se remettre en défense. « Quoi d'autre » Cartalos força à peine en parant les coups d'Alyria. Des bêtes, des créatures de marais et des grottes par dizaines. L'Éternel grimaça. Il avait vu plus d'un mortel sous-estimer ses nabots. L'espace d'un instant, elle fut distraite par le souvenir d'un fanatique fauchant son allié et faillit prendre l'attaque de Cartalos. Mais elle se baissa juste à temps. Il s'était ouvert. Alyria roula vers l'avant, canalisant son élan dans une fente risquée. Elle sut qu'elle avait réussi lorsqu'elle vit un éclair de surprise sur les traits habituellement placides du seigneur commandeur. La pointe de la lance d'entraînement frôla son cou et il lâcha sa masse. « Je suis content d'avoir vu juste à ton sujet, » s'exclama-t-il. « J'ai entendu dire que tu t'étais battu avec acharnement avant ta dernière mort, et je voulais vérifier si les rumeurs avaient été vraies. » Alyria baissa son arme et s'autorisa un moment de fierté. « Une nouvelle lance t'attend à l'armurerie, continua-t-il. Je l'ai fait fabriquer pour toi. Tu auras besoin de tous les avantages possibles dans les semaines à venir. »« Merci, seigneur commandeur, » répondit la guerrière en s'inclinant. « Tu frapperas en Gur et tu suivras la croisade à distance de la force principale. En l'aidant, si nécessaire, ton rôle est de chasser les champions ennemis, de disperser ces vermines et de leur faire comprendre que ces terres appartiennent désormais à Sigmar. Nous ne pouvons pas échouer. Tu comprends ? »
Il tendit une main, Aliria la saisit d'une poigne martiale et acquiesça. « Je comprends, nous ne pouvons pas échouer pour Sigmar, pour le peuple, pour les royaumes. » Sur quoi, Aliria partit en guerre. Aliria avançait péniblement dans la forêt crépusculaire. Un épais tapis de brume tourbillonnait dans le sous-bois et semblait s'accrocher à ses grèves. Ses compagnons et elle marchaient depuis des heures maintenant, sans se rapprocher de leur destination. « Nous sommes perdus !» s'exclama Axel Damas. Il ne cherchait pas à dissimuler son irritation. Axel était un géant, mais pour un éternel de l'orage, et sa stature était accentuée par l'imposante armure fulgurante qu'il portait, comme ses annihilators. Aliria détestait l'admettre, mais il avait raison. Pas seulement à cause de l'obscurité du brouillard omniprésent, quelque chose semblait contrecarrer leurs efforts, obscurcir leurs esprits et les empêcher de trouver leur chemin. On l'avait prévenu en Azir, le royaume de l'ombre était un lieu de trahison et d'illusion, et les voyageurs devaient toujours rester sur leur garde. La Vindictor Primus avait l'impression qu'on les épiait. Soudain, comme sortis de nulle part, de formes sombres fondirent sur la troupe. C'était une embuscade et ils étaient encerclés. Elle tenta d'avancer pour affronter cette menace, mais des branches et des lianes s'agrippèrent à ses jambes. Le feuillage dense avait pris vie et s'enroulait autour d'elle et de ses alliés. Elle dégaina sa dague et tailla dans la végétation épaisse. La sève suintait le long de sa lame et sur ses gantelets tandis qu'elle tailladait furieusement, coupant les tiges qui la retenaient. Aliria évalua la situation. Elle distingua des silhouettes sinueuses qui se déplaçaient avec rapidité et grâce, sans être gênée par la végétation dense. Elles semblaient presque humaines, mais des branches jaillissaient de leur corps, des sylvanettes. Ils étaient les alliés du dieu roi, n'est-ce pas ? Les esprits de la forêt s'abattirent sur les éternels avec sauvagerie, percutant le rempart de leurs lignes. Des griffes d'écorce agrippèrent les armures des Sigmarites, tandis que des lames en forme de feuilles s'abattaient sur les larges boucliers des Vindictors surpris. Aliria vit Axel Damas lever et abaisser son grand marteau encore et encore, écrasant les adversaires sous ses coups. Une lueur illumina le bosquet lorsque l'un des Vindictors explosa dans une boule de foudre céleste. Un éclair s'élança vers le ciel, emportant l'âme de l'Éternel en Azir. « C'est de la folie », pensa Aliria. « Nous sommes censés être des alliés, mais nous nous entretuons. Nous servons le dieu roi », criait-elle. « Lui qui a toujours été l'allié d'Alariel. Nous ne nous voulons aucun mal. » Une créature qu'Aliria reconnut comme une branche enchanteresse s'avança, sa faux colossale abattant un autre éternel. Elle émit un son semblable à un bruissement de feuilles qui aurait pu être un rire. Tout le monde sait que les gens de Sigmar sont des conquérants et des profanateurs, avoua-t-elle. Vous foulez nos lieux sacrés et abattez nos bosquets pour construire vos cités. La branche enchanteresse leva à nouveau sa faux et la battit en direction d'Aliria. La Vindictor Primus bloqua l'arme avec la hampe de sa lance et la détourna. Autour d'elle, les combats se poursuivaient et les éternels perdaient du terrain. Un peu plus loin, elle aperçut Axel et ses annihilators. Ils se battaient sous un immense arbre chargé d'étranges fruits ressemblant à des cosses. Les sylvanettes luttaient avec d'autant plus d'ardeur comme s'ils étaient poussés par l'indignation ou le désespoir. Visiblement, l'arbre était important pour eux, et ils donnaient tout pour le défendre. L'Annihilator Primus semblait avoir compris, et il le voyait comme une cible, pensant que sa destruction ferait fuir ses adversaires. Aliria écarta la branche enchanteresse, lâcha sa lance et s'élança pour s'imposer entre Axel et l'arbre. Elle leva son bouclier juste à temps pour recevoir le coup qui allait briser le grand tronc. L'impact la fit tomber au sol. Son compagnon eut l'air surpris. « Mais que fais-tu » demanda-t-il. « C'est un verger de graines âmes, répondit-elle. « C'est là que les sylvanettes font pousser les nouvelles générations. Leur survie dépend de cet endroit. » En voyant cela, la branche enchanteresse baissa son arme et émit un long son mélodieux qui semblait être un signal pour apaiser ses disciples. Autour d'elle, les éternels semblaient perplexes, mais comprenant que la bataille était terminée, ils se calmèrent à leur tour. Tandis que les esprits de la forêt se retiraient dans l'obscurité, la branche enchanteresse inclina la tête devant Aliria. « Tu as fait preuve de compréhension et de compassion, guerrière de Sigmar. Vous pouvez partir sains et saufs. » Aliria, vif vent, entendit le bruit d'une horde qui se rassemblait et marqua une pause au milieu des bois. Ces éternels de l'orage s'arrêtant en bon ordre derrière elle, la forêt autour d'eux avait commencé à s'éclaircir. Mais leur escorte sylvanette restait dans l'ombre, presque invisible.
Au loin, la lumière du crépuscule perçait depuis la porte du royaume du feu. Ils étaient presque arrivés à destination, mais quelle était cette nouvelle menace qui se dressait entre le portail et eux? Alyria aperçut un mouvement. Était-ce l'un des Sylvanettes? Non, les enfants d'Alarielle évoluaient comme de l'herbe dans le vent. C'était autre chose et elle n'avait pas sa place ici. L'Éternel n'eut pas à s'interroger longtemps, car un rugissement guttural jaillit des buissons et une énorme silhouette verte apparut. Un auruque! Derrière lui, d'autres monstres déferlèrent avec une vague émeraude, comme si la forêt avait remarqué le danger et vomissait les indésirables. Marmonnant un juron, Vif-Vent planta ses pieds dans le sol et tourna sa lance vers le péril en approche. Quelques secondes plus tard, une onde de choc parcourut ses bras puis son corps lorsque des brutes s'empala sur son arme. Elle dégagea la pointe, mais un autre auruque se rua sur elle et elle le tua d'un seul coup. Encore et encore, Alyria repoussa et para les assauts enragés. Derrière elle, les autres guerriers formèrent un cercle dos à dos, mais aucun Sylvanette n'était en vue. Sans doute feuillaient-ils sur leur forêt, attendant que leur heure pendant que les Sigmarites occupaient la meute barbare. Alors que ses bras commençaient à fatiguer, Vif-Vent remarqua que le nombre d'ennemis diminuait. Ils avaient subi trop de pertes et malgré toute leur sauvagerie, ils avaient perdu de leur élan. À travers les failles de leur rang, elle vit un champion hurler des ordres. Saisissant sa chance, elle baissa sa lance et courut dans sa direction. Les auruques s'éparpillèrent, mais le colosse tint bon et encaissa la charge d'Alyria. Son arme s'écrasa sur le bouclier primitif alors qu'il tentait de parer et de répliquer, mais l'Éternel était trop rapide pour lui. Il se fendit pour attaquer et elle lui ouvrit la poitrine d'un coup. Il s'écroula, mais des gloussements se mêlèrent à ses râles lorsqu'il tourna la tête pour lui décocher un sourire narquois. « Vous ne gagnerez jamais! Votre cité en Gur tombera! Nous serons toujours là !» Pendant un instant, Vif-Vent se demanda si l'auruque allait lui révéler autre chose, mais il se tut, le silence uniquement interrompu par le bruit de son souffle haché. Alyria se pencha pour l'achever. Lorsqu'elle plongea sa lame dans le cou du champion, la vie s'éteignit dans ses yeux et son corps s'immobilisa, du sang s'écoulant sous lui. « Par Sigmar, nous vaincrons !» siffla l'Éternel à l'adresse du cadavre. Jetant un coup d'œil alentour, Alyria s'aperçut que la horde des assaillants s'était enfuie, la laissant seule avec ses camarades et le tas de cadavres verts. Ses soldats se rassemblèrent, chacun savourant le calme après la bataille. Mais Alyria savait qu'il devait agir maintenant. « Nous devons aller en Gur. » Il y eut un silence alors que ses compagnons se tournaient vers elle d'un air surpris. « En Gur ?» s'étonna Axel, point de fer. « Les auruques connaissent l'emplacement de notre cité, » retorqua Vif-Vent. « Ils menacent notre croisade, j'ai un mauvais pressentiment, nous devons partir sur le champ. » Axel prit un air songeur puis répondit « Dans ce cas, allons-y, et si notre présence s'avère inutile, nous nous rendrons dans le royaume des feux. » Je sais que vous avez hâte de retrouver Aqshy après 4 années passées dans les montagnes, Axel, souria Alyria. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez bientôt au chaud. L'Éternel acquiesça. En avant alors! Après une petite pause, le groupe se mit en route. Longeant la lisière de la forêt, ils arrivèrent à un campement où ils purent se ravitailler et se loger. Puis, ils se reposèrent et entendirent de nouvelles rumeurs sur les malheurs accablant la cité de Sigmar. Pendant quelque temps, ils passèrent d'un campement à l'autre avant de trouver un chemin jusqu'à la porte qui les renverrait au royaume des bêtes. Le voyage fut long, mais enfin, les éternels de l'orage atteignirent Gur et investirent les terres entourant la cité. Ici, les étendues sauvages avaient laissé la place à des champs et les sentiers s'étaient transformés en routes. Mais il n'y avait aucun signe de vie. Les forces de la destruction n'avaient montré aucune pitié et avaient fait de leur mieux pour rendre les lieux inhabitables. Tous les bâtiments avaient été détruits et brûlés, réduits à des tas de pierres calcinées et de cendres. Dans les prés, les animaux avaient été tués, les récoltes incendiées. Elle ne s'arrêta pas pour vérifier, mais Alyria était persuadée que toute la nature des greniers avait été pillée et qu'on avait jeté des cadavres dans les puits pour les empoisonner. De ces terres, il ne restait qu'un paysage de ruines qui ne conviendrait qu'aux mouches et aux rats. Pourtant, la zone était étrangement silencieuse, en dehors de la dévastation laissée dans leur sillage. Il n'y avait aucun signe des auruques. Pas une seule patrouille, ni même un éclaireur. Mais alors que la cité commençait à apparaître au loin, Alyria comprit soudain où se trouvait l'ennemi. La ville était assiégée. Même à cette distance, elle distinguait une armée amassée devant les fortifications. Vif-Vent
fit signe à ses camarades et ils quittèrent la route où ils risquaient d'être repérés. Chacun d'entre eux avança dans un silence quasi total, gravant dans sa mémoire les vestiges de la désolation et de carnage qu'ils dépassaient. À mesure qu'ils approchaient de la cité, l'odeur et le vacarme des auruques agressèrent leurs sens. Une mêlée furieuse attira l'attention d'Alyria et elle se rendit compte qu'un groupe de Vincitors s'efforçait d'opérer une brèche dans la horde pour pénétrer dans la cité. Impuissante, elle regarda la patrouille se faire submerger. Malgré tout leur courage, les Éternels succombèrent à l'inéluctable face aux barbares. La fin de leur vie fut marquée par des gerbes de foudre alors que leurs âmes quittaient leur corps pour être reforgées. Vif-Vent sentit la peur l'envahir alors qu'elle observait le champ de bataille. Elle la réprima sans pouvoir la chasser totalement. Si les guerriers autour d'elle sentaient la même chose, ils n'en montraient rien. Ils avancèrent, contournant la cité pour trouver le meilleur angle d'attaque. Soudain, une énorme machine apparut, dominant les assiégeants, et les Éternels s'arrêtèrent net. Dès qu'Alyria la vit, elle sut que cette chose serait sa cible. C'était un engin colossal qui ressemblait à une arbalète gigantesque. Il était plus gros que toutes les inventions auruques qu'elle avait vues jusque-là. Et elle n'arrivait pas à comprendre comment il pouvait supporter son propre poids. Si l'ennemi avait l'occasion de s'en servir, la muraille tomberait et la cité serait envahie par les brutes qui se déverseraient de la brèche. Les vagues d'auruques s'écartèrent et il se retrouva face à une énorme bosse qui arborait une expression mêlant triomphe et fureur. Les crânes des ennemis qu'il avait tués pendaient à sa ceinture et une épée affûtée était suspendue à sa taille. Un rictus cruel apparut sur ses lèvres et il porta la main dans le dos pour saisir une autre arme. La main réapparut, tenant une arbalète. Elle tressaillit presque imperceptiblement et Alyria sentit un carreau perforer son armure pour se ficher dans sa chair. Une blessure grave, mais elle avait déjà connu pire. Resserrant sa poigne autour de sa lance, elle se prépara à charger le colosse verdâtre. Mais tandis qu'elle se rapprochait, elle sentit la brûlure d'un poison s'infiltrer dans ses veines et ses jambes devinrent lourdes. Comprenant ce qui allait se passer, Vif-Vent tituba vers les machines. Ses forces l'abandonnaient peu à peu. Lorsqu'elle l'atteignit, elle sentit les ténèbres l'engloutir. Soudain, tout ne fut que lumière, d'abord bleue, puis blanche. Elle se retrouva au milieu d'une colonne de foudre. Son âme commença à se séparer de son corps, et au bout d'une seconde, le fracas du tonnerre retentit. À côté d'elle, la baliste gigantesque vola en éclats. La corde céda, et la machine s'effondra, écrasant les auruques qui l'entouraient. Un rugissement triomphal fusa des murs de la cité, et la dernière chose que l'Éternel vit fut une force de soldats surgissant des portes pour affronter les hordes de la destruction qui avaient assiégé la ville. En proie à une douleur cuisante, Alyria se réveilla dans la cacophonie de la réforge. Elle avait les idées claires à présent. La terreur de la bataille avait disparu, une expérience familière. Cependant, alors qu'elle puisait dans sa mémoire en s'efforçant de se souvenir de qui elle était, rien ne lui revenait. Son esprit était uniquement rempli d'un sentiment de devoir et de certitude. Bientôt, la reforge serait terminée et elle reprendrait sa place dans le combat contre les ennemis de Sigmar. C'est la fin de notre chronique Fer de Lance, qui était donc la première histoire en fait que nous avons reçue dans nos fascicules. C'est il y a bien longtemps. Je vous avais promis qu'un jour je vous les lirais. Et bien voilà, c'est le moment. Parce que vous l'aurez compris, sur ces derniers fascicules, on a beaucoup de chroniques comme ça qui vont se finir. Et donc on va en profiter. Voilà, j'espère que cette vidéo découverte de fascicules très rapide et puis surtout chronique vous aura plu. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, même si on est sur la fin de notre collection et donc sur la fin des vidéos pour ce premier temps. Moi, je vous remercie encore de m'avoir suivi tout au long de cette aventure. Je vous remercie bien évidemment encore une fois de tous les commentaires que vous avez pu me laisser dans le temps. Et tous les commentaires positifs surtout, c'était vraiment très très cool de votre part. Et puis en attendant les prochaines vidéos, moi je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Je vous remercie encore et puis je vous dis à très très vite. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram.
Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.